Bonjour à tous, bienvenue sur MySUX Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, sur cette dernière partie avec Nassim Mountassif. Bonjour Nassim, Salut Rémi. merci encore d'être là pour cette troisième partie. Alors on a changé un petit peu les plans. On va parler un petit peu de ton expérience qui vient juste de se terminer là. Donc là, on enregistre au mois de novembre 2025, une expérience en tant qu'entraîneur chinois, d'une équipe de Chine, pardon. Et donc, ouais, déjà, voilà, c'est pas commun. Donc, déjà, comment est arrivé ce projet sur la table? Écoute, euh, je dis souvent que ce projet est arrivé de nulle part, qui est tombé un peu du ciel, mais quand je réfléchis un peu, bah c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait je suis dans le 3-3 maintenant depuis longtemps, je mets beaucoup de choses en place, etc. Et je pense que toutes les les graines, pardon, que j'ai semées, et bah à un moment donné, tu sais pas quand, mais tu récoltes un fruit qui arrive. Et donc ce fruit est arrivé. Donc j'ai eu une proposition de l'équipe de Kunming dans la province de Yunnan euh, pour pouvoir entraîner l'équipe professionnelle de Kunming sur la Super 3 League. Donc l'équipe avait déjà commencé la saison. Ils recherchaient un entraîneur étranger. Et donc ils ont fait appel à moi. Ok. Et ça s'est fait très rapidement ou ça a été longuement réfléchi? Alors, moi, j'ai une petite caractéristique, c'est que je pense que je réfléchis pas non plus très très longtemps. Je suis quelqu'un qui fonce à chaque fois. Des fois c'est bien, des fois c'est un peu moins bien parce qu'il faut peut-être prendre un peu plus le temps. Et donc là, non, pas du tout. Ça a été fait, honnêtement, je pense allez, 3 jours. 3 jours, j'étais dans l'avion. Donc après le premier contact, on a échangé, on a négocié, etc. Et 3 jours après, j'étais dans l'avion. 4 jours après, j'ai commencé le premier entraînement à 10 heures du matin chez nous. Ok. Et par rapport donc à ce championnat chinois, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu là, comment ça fonctionne ce championnat 3-3 chinois? Écoute, ce championnat fonctionne avec deux divisions, donc la division 1 et la division 2. Euh, c'est un championnat qui commence aux alentours de mai, fin avril, jusqu'à les playoffs en octobre. Et donc sur chaque division, on a un nombre d'équipes. Dans la division 2, il y a 4 équipes, les 4 premières équipes du championnat qui sont qualifiées pour les playoffs et qui jouent contre les 7 dernières équipes de la division 1. D'accord. Et derrière, les 8 premières équipes de la division 1, eux jouent sur les playoffs haut de tableau, donc pour le titre de, de champion. Et la deuxième partie de playoff joue pour la descente en division 2 ou la montée en division 1. Donc, voilà, c'est composé de plusieurs étapes. Il y a quasiment une étape toutes les semaines un peu partout en Chine. Euh, Puis après, pour parler un peu en termes d'organisation, etc. Toutes les équipes ont des joueurs sous contrat, avec des joueurs étrangers aussi, parce que sur chaque tournoi, on peut faire jouer un joueur étranger et 3 Chinois. Euh, et donc les équipes s'entraînent toute la semaine avant le tournoi. Puis en termes d'organisation, pour moi, j'ai pas non plus vu énormément de championnats comme la Super 3 League de cette qualité-là. Bien évidemment, le World Tour avec la FIBA 3-3, c'est le meilleur. Mais juste après, pour moi, la Super 3 League est le meilleur championnat pour un joueur pour pouvoir, euh, pour pouvoir se développer dans le 3-3. Pour un joueur et bien évidemment aussi pour un entraîneur-coach qui souhaite entraîner dans le 3-3 toute la saison. Ok. Et le niveau des Chinois, donc il y a trois équipes, donc c'est quoi des équipes de quoi? De six joueurs, c'est ça que vous avez, six, sept joueurs à disposition, et forcément trois joueurs chinois sur la feuille de match.
Alors, en fait, on peut enregistrer jusqu'à 12 joueurs en tout D'accord. sur l'effectif. Donc là, cette saison, moi, je tournais à l'entraînement avec une dizaine de joueurs. Une dizaine de joueurs avec vraiment 6 joueurs majeurs et 4 joueurs plutôt en partenaire d'entraînement. Donc c'était formidable pour pouvoir avoir de la qualité à l'entraînement. Et après, ouais, la une particularité, c'est qu'on peut mettre sur feuille de match, sur la feuille du tournoi, 15 seuls joueurs étrangers et 3 joueurs chinois à chaque fois. Mais sur chaque tournoi, bah, tu peux changer ta composition avec un autre étranger ou d'autres Chinois qui sont dans l'effectif. Ok. Et en termes alors, je sais pas quelle nationalité tu avais, toi, en termes d'étrangers. Alors nous, dans l'équipe, on avait un Australien qui s'est malheureusement blessé à un moment donné, euh, qui a commencé la saison. Ensuite, j'ai eu un Serbe qui est arrivé, Jova Durasevic, qui a joué pour l'équipe. Euh, donc voilà, donc on a tourné avec un Australien et un Serbe. Ok. Et au niveau du staff technique, alors parce que est-ce que tous les Chinois parlaient anglais? Parce que je suppose que tu devais parler anglais. Comment il y avait un traducteur? Comment ça se passait? Parce que en général, les compétitions internationales où il y a des équipes chinoises avec des staffs étrangers, il y a toujours un traducteur. Donc je suis pas sûr que. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Comment tu communiquais avec eux? C'est une super question parce que en Chine, très peu de gens parlent anglais. Dans la vie de tous les jours, en dehors du cadre sportif, mais dans la vie de tous les jours, très peu de gens parlent anglais. Donc moi j'avais un staff qui était plutôt complet avec des assistants et dont un assistant qui lui parlait très très bien anglais et chinois, qui est chinois de nationalité, et donc qui était toujours avec moi pour pouvoir traduire à l'entraînement, sur les moments de déplacement, sur les séances vidéo, sur les tournois, etc. Donc j'avais toujours un traducteur avec moi. Ok. Et alors, comme ça s'est fait très rapidement, comment t'as pris en main le groupe? Parce que si c'était en cours de saison, si j'ai bien compris, ils avaient déjà fait des tournois, donc c'est peut-être des principes de jeu, etc. Donc, comment t'as réussi à prendre en main le groupe? Est-ce que tu as repris ce qu'ils ont fait? Est-ce que tu as directement déposé tes propositions et puis on y va? Sachant que voilà, on n'est pas sur la même culture, peut-être que c'est plus facile de faire changer peut-être des Chinois que des Européens, je sais pas. Euh, comment tu t'es débrouillé? Quel était ton plan? Et ben, forcément, c'était un gros challenge. C'était un gros, gros challenge parce que, en fait, il y avait des attentes, il y avait des objectifs sportifs, mais derrière, c'est pas toi qui as choisi les joueurs, c'est pas toi qui a commencé la saison avec ces joueurs-là parce qu'ils avaient déjà commencé la saison. Euh, donc quand j'arrive, je crois qu'ils sont quatrième sur le championnat. Et l'objectif, c'était de finir dans le top 2. Euh, après, ils n'avaient pas de coach avant, c'était surtout les assistants qui travaillaient avec les joueurs. Donc, euh, donc voilà, donc je suis arrivé, j'ai plutôt mis en place d'abord une discussion avec tout le monde pour pouvoir échanger, parce que pour moi, un entraîneur de 3-3, c'est d'abord un facilitateur, c'est quelqu'un qui va aider les joueurs à savoir prendre des décisions sur le terrain. Et les premiers maîtres du jeu, ça change un peu quand même au niveau du 5-5, où tu as un coach qui est quand même là tout le temps. Dans le 3-3, c'est les joueurs qui décident. Il n'y a pas de coach sur le terrain. Donc moi, je pars énormément sur le principe que dans le 3-3, il faut toujours discuter avec les joueurs et prendre les décisions ensemble. C'est hyper important. Donc ça a été surtout un, un premier moment d'échange, d'apprendre à se connaître, de savoir ce que chacun voulait faire. Chacun, il y a les objectifs collectifs, mais il y a aussi les objectifs individuels. Et derrière, donc j'ai travaillé sur tout ça pour pouvoir instaurer une routine d'entraînement par semaine, d'un suivi médical, et puis aussi des choses un peu nouvelles qui viennent peut-être un peu de l'Europe, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir sur du 3-3. Donc, euh, donc voilà, mais ça s'est fait, j'ai envie de dire,
au fur et à mesure, oui et non, mais sauf qu'on avait très très peu de temps, parce que c'était la fin de saison, il y avait des objectifs, donc il fallait aller aussi vite. Donc, euh, donc ouais, c'était assez particulier. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, travailler avec des Chinois principalement, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a choqué dans le bon sens ou dans le mauvais sens d'ailleurs? Euh... Et ben écoute, ce qui m'a marqué, pour être honnête, c'est que les joueurs chinois, je pense que ça fait partie aussi dans la culture chinoise, c'est qu'ils ont un profond respect pour, euh, pour les entraîneurs, pour les coachs. Je dis pas que, bien évidemment, en Europe, les joueurs n'ont pas de respect pour les coachs, mais l'approche du joueur envers le coach est différente. Euh, et donc, je pense que c'est clairement dans la culture, parce que dès petit, on apprend aux jeunes en Chine que c'est pas d'abord la liberté et ensuite, comment dire, enfin, t'as pas la liberté directe en Chine. Les parents, d'abord, quand t'es petit, c'est eux qui choisissent ton sport. C'est pas les enfants qui testent plein de choses, etc. Et donc, bah, ça se retrouve aussi dans la partie entraînement, dans la partie coaching et tout. En fait, les joueurs sont, pour moi, beaucoup plus à l'écoute. Euh, il y a une approche qui est différente. Il y a une Hmm. approche qui est vraiment différente. Donc, donc voilà. Et puis après, ce qui est aussi différent, c'est que forcément, on a moins d'athlètes qu'en Europe. Les Chinois les joueurs sont très intelligents, mais il y a moins d'athlètes, vraiment purement dans le sens athlète qu'en Europe. Donc c'est un autre jeu, une autre manière de fonctionner. Et là, je pars un peu aussi sur autre chose, mais on a eu l'occasion à un moment donné j'ai pu inviter une équipe japonaise de 3-3. Et là, c'est encore autre chose. Eux, ils sont beaucoup plus rapides dans le jeu. Beaucoup de fake screen à chaque fois, beaucoup de mouvements rapides, etc. Donc, c'est toujours intéressant de travailler avec des joueurs qui viennent du monde entier parce que tu as des subtilités qui changent. Donc, Est-ce que tu as réussi à atteindre les objectifs qui étaient fixés? alors, oui, j'ai réussi à atteindre les objectifs qui ont été fixés. Donc, on finit deuxième au classement. La première place, c'était mathématiquement parlant impossible à atteindre parce que du coup, la première équipe avait un nombre de points beaucoup plus important que Cunning à ce moment-là. L'objectif, c'était de finir dans le top 2. Donc voilà. Et puis après, moi, j'avais aussi un petit objectif plutôt personnel, c'était de gagner au moins une étape. Les étapes sont pas faciles. Et donc, la dernière étape avant les playoffs, on gagne contre la première équipe du classement. Donc ouais, les objectifs du championnat ont été atteints. Bah écoute, Nassim, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger depuis 3 semaines avec moi sur ces différents aspects, que ce soit à Nantes, à Cheverny et en Chine. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas ben, de liker, de vous abonner et de partager. Et puis on se retrouve dans les prochaines semaines avec d'autres invités, d'autres personnes passionnées du 3-3 qui font vivre le 3-3 en France et à travers le monde. Merci encore Nassim et puis à bientôt. Merci Rémi, à bientôt. Bye bye. Bye.